Ça fait un moment que je me demande si je dois écrire ceci ou non. Je crois que c'est en disant les choses et en les mettant sur la place publique, confirmant ainsi leur existence, on les rend vraiment réelles. J'ai toujours été très intéressée par le paranormal. Toutes ces expériences sont vraies. Je n'écris pas ceci dans le but de raconter une histoire effrayante, mais plutôt dans l'espoir de trouver une solution rationnelle. J'habite à Addis Abeba, en Éthiopie, avec mes parents. Nous avons emménagé dans cette maison il y a 2 ans, et j'ai toujours trouvé la maison un peu effrayante. Elle est vraiment vieille, avec des pièces immenses, de hauts plafonds et beaucoup de boiseries, à peu près partout, donc les fissures et les bouilles ne sont pas rares. Mais à part le sentiment de malaise que l'on ressent dans une vieille maison, il n'y a rien eu de vraiment extraordinaire jusqu'en novembre, où pendant 4 nuits d'affilée, les choses n'allaient pas. Je ne me souviens pas des dates exactes de ces événements, mais la première nuit, un mardi, je me suis couché comme d'habitude. À l'époque, je dormais avec ma porte fermée et toutes les lumières éteintes. Même la petite lumière rouge de ma télévision me dérangeait, de sorte que je me trouvais toujours dans l'obscurité totale chaque nuit. Je me suis réveillée au milieu de la nuit et je n'arrivais pas à me rendormir, alors j'attendais que l'épuisement m'emporte à nouveau. Je n'ai pas bougé, je n'ai pas regardé l'heure, je suis juste restée là, dans la même position qu'au réveil. Et là, je commence à entendre des bruits. Au début, je n'y ai pas prêté attention, en partie parce que j'étais épuisée et aussi parce que ce n'était pas un bruit très fort et qu'il ne me dérangeait pas du tout, jusqu'à ce que j'y prête un peu plus attention et que je me rende compte de ce que c'était. C'était le bruit que fait un livre lorsqu'on en feuillette toutes les pages d'un bout à l'autre. À ce moment-là, j'étais encore assez étourdie et je n'avais même pas assez d'énergie pour réagir. Finalement, trop fatiguée pour garder les yeux ouverts, je me suis endormie. Ce n'est que le lendemain, lorsque j'en ai parlé à mes amis, que j'ai réalisé à quel point ce bruit était effrayant. À la nuit tombée, j'ai eu du mal à m'endormir, de la même manière que même si vous regardez un film d'horreur pendant la journée, la peur vous rattrape quand vous allez vous coucher. J'ai fini par m'endormir avec la porte ouverte et les lumières du couloir allumées, juste pour me rassurer. Je me réveille à nouveau, mais cette fois sans l'espoir que la somnolence me ramène au sommeil. J'étais en mode alerte dès la seconde où j'ai ouvert les yeux. Après un petit moment d'immobilité, je commence à me sentir un peu plus rassurée, car il ne s'est rien passé, à tel point que je rassemble assez de courage pour me retourner et vérifier l'heure sur mon téléphone. Je me targue d'être une personne assez sarcastique, et je me dis « Oh super, l'heure de la hantise !» Je tourne la tête pour regarder par la porte, et voilà qu'une silhouette noire sort de la salle de bain adjacente à ma chambre pour entrer dans le couloir qui fait face à la direction opposée. Elle était grande, sa tête touchait presque le haut de la porte. Elle était plutôt maigre et élancée, et elle était très sombre. À part la peur qui m'a empêché de m'endormir jusqu'au lever du soleil, je ne me souviens pas de grand-chose de cette nuit-là. Le lendemain, on m'a renvoyé de l'école parce que je n'arrivais même pas à garder les yeux ouverts en classe. J'étais encore plus terrifiée cette nuit-là. J'ai donc choisi de dormir avec une lampe allumée et je me suis endormie relativement vite. Mais j'ai fait un rêve des plus étranges. Sorti de son contexte, il est plutôt drôle, mais il est devenu glaçant lorsque j'en ai eu l'explication. Dans ce rêve, il y avait une chèvre en colère qui m'attaquait. La nuit suivante a été la plus effrayante pour moi. Au début, je n'étais pas si inquiète, et je me suis réveillée à nouveau au beau milieu de la nuit avec cette horrible sensation d'être observée. J'ai alors enfoncé ma tête dans mon oreiller. Après un certain temps d'immobilité totale et de silence perçant, j'ai commencé à me sentir à nouveau en sécurité, et j'ai décidé de bouger car rien ne s'était passé. Et je ne pouvais pas vraiment respirer correctement, mon nez étant poussé contre mon visage. Pendant que je me déplaçais pour me mettre à l'aise, j'ai jeté un coup d'œil vers ma télévision. Et c'est là que j'ai vu 2 silhouettes sombres qui étaient clairement dessinées de la tête aux épaules, mais qui s'estompaient à partir du milieu du corps. Choquée, je me fiche et les fixe pendant ce qui n'a dû être que quelques secondes.
Puis je me détourne pour en voir une autre, plus sombre que les autres, planer au-dessus de ma tête. Vous connaissez ce sentiment d'être si effrayé que votre corps ne suit plus les ordres, quand vous êtes si paralysé que vous ne pouvez même pas cligner des yeux, que chaque muscle de votre corps devient pratiquement inutile parce que vous êtes si raide de peur? Eh bien, c'est ce que j'ai ressenti. Ensuite, je ne me souviens de rien après ça jusqu'au lendemain matin. Lorsque je me suis réveillée quelques heures plus tard, je me suis demandé si je n'étais pas en train de devenir folle. Plus tard, j'ai appris que le terrain était un abattoir où un tas de fermiers amenaient leurs chèvres et leurs moutons pour vendre la viande après. Je comprenais alors le rêve de chef bizarre que j'avais fait. Même s'il était un peu rassurant de savoir que cette chèvre n'était pas censée symboliser quoi que ce soit de satanique, il était tout de même effrayant de savoir que l'esprit d'une chèvre était capable de communiquer clairement. Par la suite, j'ai appris aussi qu'une personne qui avait vécu dans la maison avant était morte d'une crise cardiaque et qu'il avait eu quelques expériences étranges dans la nuit, dont l'une au cours de laquelle il s'était réveillé avec la sensation d'être étouffé par quelque chose qu'il ne pouvait pas voir. Pour commencer, je dois dire que j'ai tendance à être sceptique lorsqu'il s'agit du paranormal. La plupart du temps, je pense qu'il y a une explication à tout ça. Et d'ailleurs, c'est la raison pour laquelle j'ai mis tant de temps à parler de ma situation. Il y a environ 2 ans, je me suis retrouvée à faire du bénévolat dans un orphelinat en Ouganda pendant 6 mois. J'ai décidé d'y aller pour me remettre de mon alcoolisme et aller de l'avant dans ma vie. Pendant mon séjour là-bas, j'ai également participé à la création d'une école primaire et j'ai aidé une organisation à but non lucratif à démarrer. Lorsque j'ai quitté le pays, on m'a proposé le poste de directeur des opérations de l'association et l'école a été baptisée du nom de mon ami et de moi-même. Le fait est que je travaillais vraiment très dur pour avoir un bon avenir et que j'avais réussi à me rétablir. Au cours de mon dernier mois en Ouganda, un collègue volontaire m'a offert un cadeau. Il s'agissait d'une croix copte qu'il avait eue en Éthiopie. Je l'ai trouvée super cool et unique. Alors j'ai pris de la ficelle et j'en ai fait un collier que j'ai ramené aux États-Unis. Celui qui me l'a offert venait de Trinidad et il détestait ouvertement les Américains. Nous nous sommes parfois opposés, mais nous avons tous deux compris que nous venions d'endroits différents et avions des idées différentes. Alors nous avons accepté de ne pas être d'accord. Pour être clair, 90% du temps, nous étions amis et en bons termes. Un jour, des amis ont fait des commentaires sur mon collier et m'ont dit qu'il était étrange. J'ai fini par poser la question à des collègues de travail car je savais que certains d'entre eux croyaient beaucoup au monde spirituel. Après leur avoir montré, personne ne s'est senti à l'aise à moins d'1,50 m de moi. Après ça, j'ai commencé à devenir paranoïaque et des événements étranges ont commencé à se produire. Ainsi, je suis musicien et j'ai été bloqué pendant 2 semaines dans ma production musicale, ce qui a soudainement cessé lorsque j'ai déplacé le collier de mon studio à une autre pièce. Je me souviens également de la très nette sensation d'être observé et je ne me suis plus jamais senti seul après ça. Un soir, après avoir surmonté mon agitation nocturne habituelle, j'ai sombré dans un sommeil profond. L'instant d'après, j'avais créé une entreprise dans ma ville natale. C'était une station de lavage de voitures. Je faisais visiter l'endroit à un ami et je l'ai conduit dans le bureau. Tout y était bien rangé. Soudain, un homme est apparu, passant devant la porte qui donnait sur le côté du bureau. Tout dans l'apparence de l'homme était troublant. J'avais l'impression qu'il savait que je l'observais, même s'il ne me regardait pas. L'homme a ensuite brusquement disparu. J'ai franchi la porte pour essayer de voir où il était passé, mais il était nulle part. Je suis rentré dans le bureau par la porte latérale et tout était saccagé.
j'ai regardé mon ami et je lui ai dit qu'il fallait qu'on se tire d'ici. J'ai ouvert la voie vers la porte d'entrée et là, j'ai vu un cheval allongé sur le sol devant mes pieds. Il était à peine vivant et souffrait manifestement d'une douleur atroce. J'ai remarqué qu'il lui manquait 2 jambes, une à l'avant et une à l'arrière. Et l'instant d'après, j'ai rapidement réalisé que j'étais dans un rêve et j'ai senti mon subconscient commencer à paniquer. Je me suis réveillée en sueur et terrifiée. Inutile de dire que je n'allais pas essayer de dormir cette nuit-là. J'étais très effrayée et j'ai décidé d'étudier la possibilité d'une hantise. Une semaine plus tard, je me suis retrouvée chez une médium. J'avais pris soin de laisser le collier à l'extérieur pour voir si elle pouvait le sentir, comme une sorte de processus de vérification. J'ai également pris soin de ne faire aucune allusion à mon expérience et, plus important encore, à ce collier. Elle m'avait dit qu'elle sentait la présence d'un démon autour de moi et que ça venait du collier que j'avais laissé dehors. Comme je m'étais assuré de ne rien mentionner qui puisse l'amener à connaître l'existence de ce collier, j'ai fait confiance à sa lecture. Cependant, je suis partie poliment après qu'elle m'ait donné une estimation de $200 pour résoudre mon problème. Je sais qu'elle doit aussi payer ses factures, mais je n'avais pas autant d'argent à ce moment-là. Une semaine et demie plus tard, je me suis rendue au bureau d'une conseillère chrétienne qui avait une certaine expertise en la matière. Je ne suis pas chrétien, mais je me suis dit que ce n'était pas très grave. Le rendez-vous a donc eu lieu, et je lui ai raconté tout ce qui s'était passé. Elle a réagi en faisant des tests sur les muscles de l'avant-bras qui ont révélé que j'avais 7 démons sur moi. Elle a pu se débarrasser de 6 d'entre eux, mais les choses se sont rapidement aggravées. Apparemment, le 7e se situait à un niveau supérieur à la plupart des démons, et on ne peut y renoncer sans foi spirituelle. J'ai admis que je n'étais pas chrétien. Je ne pensais pas que c'était un problème, parce que j'avais répondu à cette question dans le dossier d'introduction qu'elle m'avait remis lors de mon arrivée. Pour faire court, elle m'a réprimandé pendant 20 minutes, m'a dit que j'allais être coincé avec ce démon jusqu'au jour où je serais un homme de Dieu dévot. Elle m'a dit que ce n'était pas bien de venir voir un conseiller chrétien sans être soi-même chrétien, et m'a demandé plus d'argent que ceux qui avaient été convenus au départ. Pour moi, je ne pense pas que son comportement soit normal. Je ne la connaissais pas très bien, mais son changement d'attitude a été énorme. Honnêtement, j'ai eu du mal à la reconnaître lorsqu'elle s'est mise en colère, mais j'ai néanmoins quitté son bureau blessé et mécontent. Une semaine ou 2 plus tard, je décide de me rendre en Haïti pour faire du bénévolat dans le cadre de l'aide aux sinistrés. Je passe la nuit dans mon motel à Miami avec un vol pour Port-au-Prince le lendemain. Cette nuit-là, je me suis réveillée avec une paralysie du sommeil. J'ai lu des histoires à ce sujet et j'ai compris qu'il était important de rester calme et d'attendre que le reste de mon corps se réveille. Soudain, mes jambes se sont dérobées sous moi à travers le lit. J'ai eu l'impression que mon torse était poussé dans tous les sens. Pendant la minute qui a suivi, mon corps a été projeté sans défense autour du lit, tandis que je priais silencieusement de toutes mes forces. Ça s'est terminé brusquement, et j'ai attendu le lever du soleil pour me détendre. J'ai fini par rater mon premier vol le lendemain matin, puis j'ai réservé un autre billet, mais on m'a indiqué la mauvaise heure pour mon vol, et je l'ai également raté. Au cours des 6 derniers mois, j'ai perdu mon emploi, je me suis isolée de mes amis, et je suis pratiquement sans abri. Je dois maintenant déposer le bilan. Ma carrière musicale si prometteuse se termine maintenant à la maison, avec la honte de n'avoir jamais pu me rendre en Haïti. Je ne sais pas quoi faire avec cette croix. Dois-je l'enterrer, la faire fondre, ou est-ce que ça ne fera que causer plus de problèmes? Je suis un peu perdue. S'il est dangereux, je ne veux pas qu'il perturbe quelqu'un d'autre. Hier, je me suis rendue en voiture à un endroit de la montagne que je connais assez bien. J'ai traversé 2 ruisseaux et j'ai marché 1 kilomètre dans la forêt jusqu'à ce que je trouve un coin que je pouvais facilement reconnaître. J'avais enveloppé la croix dans un tissu. J'ai sorti ma Bible et j'ai lu un verset choisi. J'ai prié pour qu'il me laisse tranquille. Puis je me suis adressée directement à lui.
J'ai exigé au nom de Dieu qu'il ne me suive plus chez moi, qu'il ne me dérange plus et qu'il reste ici. Je suis rentrée à la maison et je me suis sentie mieux. Certes, ça ne fait que 2 jours, mais je me sens mieux. Ma productivité s'est considérablement améliorée et surtout, je ne me sens plus accablée par ce sentiment d'être constamment surveillée. Mon histoire s'est déroulée en 2013. Pour situer le contexte, je séjournais dans la maison de mes grands-parents, vieille de plus de 100 ans, en Afrique du Sud. J'avais vécu d'autres événements inexplicables, comme le fait de me réveiller une nuit avec mon chapelet enroulé autour de mon cou, m'étranglant. Cet événement a laissé des marques de ligature autour de mon cou. Ce qui est étrange, c'est que j'avais dormi avec un chapelet pendant des années et que rien de tel ne s'était jamais produit. D'autres choses étranges ont eu lieu, comme des portes qui s'ouvrent toutes seules, le genre de portes qui ont des poignées qu'il faut tourner pour ouvrir. L'histoire que je vais vous raconter tourne autour de cette vieille maison que mes grands-parents ont décidé de vendre alors qu'ils étaient tous deux septuagénaires. En 2013, j'étais seule à la maison et j'étudiais. L'agent immobilier s'est présenté sans prévenir. Avec elle, il y avait une femme musulmane plus âgée, accompagnée de 2 petites filles vêtues d'uniformes correspondant à l'école primaire catholique que j'avais fréquentée de nombreuses années auparavant. L'une des filles avait le même teint que sa mère, tandis que l'autre était clairement indienne et non arabe. J'ai trouvé ça étrange, mais j'ai pensé qu'il s'agissait probablement d'une camarade de classe. Je les ai accueillies dans la maison. Elles ont regardé autour d'elles. Alors que l'agent et les invités montaient à l'étage, la petite fille qui avait l'air indienne me regardait fixement. Ensuite, je suis allée ouvrir l'autre maison de la propriété où mon oncle logeait avec sa famille. Juste derrière moi se trouvaient les 2 petites filles. Elles se sont précipitées dans la maison et se sont dirigées vers la chambre de ma cousine. La fille indienne était assise sur le lit, caressant le chat qui dormait profondément, et l'autre fille regardait les jouets qui se trouvaient dans la pièce. J'ai dit à la petite indienne que le chat n'aimait généralement pas qu'on le touche et qu'elle avait de la chance qu'il ne l'agrive pas, mais celle-ci m'a simplement souri. Finalement, la femme et l'agent sont arrivés à l'appartement de la propriété où nous nous trouvions et je suis sortie pour leur laisser un peu d'espace. Une fois qu'elles ont eu terminé, elles m'ont remerciée et l'agent, la mère et la petite fille qui lui ressemblait, j'avais supposé être sa fille, sont sortis. Je me suis arrêtée un moment, puis j'ai demandé à l'agent immobilier si elle pouvait appeler l'autre fille pour qu'elle sorte, afin que je puisse fermer à clé. La mère et l'agent m'ont regardé perplexes et m'ont dit « Quelle autre fille ?» « Je n'ai amené que ma fille, a répondu la mère. Je leur ai ri au nez et je leur ai dit que je n'avais pas vraiment le temps de plaisanter parce que je devais étudier pour mes examens. À ce moment-là, leurs visages se sont décomposés. Je voyais bien qu'elles ne plaisantaient pas. Je me suis précipitée dans la chambre de ma cousine et je l'ai trouvée vide, à part le chat qui dormait encore profondément sur le lit. J'ai essayé de me calmer en disant au revoir à l'agent immobilier et à l'acheteur potentiel. Après leur départ, j'ai demandé à la gardienne de la maison si elle avait vu qui était sorti de la voiture. Elle m'a répondu qu'il s'agissait de 2 femmes et d'une petite fille. Je sais que je n'ai pas imaginé ça, car j'ai clairement vu ses épais cheveux noirs et son bandeau bleu. La façon dont elle m'a souri, cette expérience me hante encore aujourd'hui. S'agissait-il d'une apparition qui suivait la petite fille à la sortie de l'école et qui a décidé de se montrer à moi?